Bonjour tout le monde. Donc, le sujet du jour de ce webinaire, c'est est-ce que l'on peut manger sur un mode intuitif tout en ayant une vie de famille. Donc, c'est un sujet qui pose problème à beaucoup de gens, puisque dans le programme, nous disons qu'il s'agit d'écouter ses sensations alimentaires, enfin, manger sur un mode intuitif, ça, c'est ça que ça veut dire, hein. On mange quand on a faim, on s'arrête de manger quand on est rassasié, quand on n'a pas faim, on ne mange pas, on choisit ses aliments en fonction de ses préférences alimentaires. Est-ce que c'est vraiment possible de manger comme ça, sachant qu'on a des obligations sociales? Ben voilà, donc ça fait un bon sujet, je trouve. Et je vous remercie par avance de poser vos questions, que je ne vois pas encore venir. Il faut vous lancer pour les questions, hein. Il ne s'agit pas d'attendre simplement que ce soit les autres qui posent les questions que vous auriez envie de poser. Une petite question, s'il vous plaît. Ah, ça y est, Hélène. Alors, comment reprendre après une trêve estivale longue? Eh bien, Hélène, je suppose que vous n'avez pas arrêté de manger pendant la trêve estivale et que donc il n'y a pas à reprendre votre alimentation. Qu'est-ce que vous avez laissé tomber pendant votre trêve estivale? Écoutez vos sensations alimentaires. Vous n'avez pas tenu compte de votre faim, de votre rassasiement, de vos envies de manger. Et bien voilà, comment reprendre? Eh bien, c'est aussi simple que ça. Il faut vous rebrancher sur vous-même. Il faut vous remettre à l'écoute de votre corps, des messages qui vous adressent, et vous en servir de guide pour votre alimentation. Autrement, si ma réponse ne vous satisfait pas, il va falloir reposer une nouvelle question pour préciser ce que vous voulez me faire dire. Anne, pour le déjeuner, je reprends la question. Pour le déjeuner, mon mari a faim vers 12h30 et moi vers 14h. Ah ouais. Et en même temps, j'ai envie de passer un moment avec lui, alors je mange souvent sans réelle faim. Que suggérez-vous dans ce cas? C'est une question intéressante, effectivement, puisque pour pouvoir manger d'une façon conviviale, il faut se mettre d'accord sur un horaire et idéalement, il faut se mettre d'accord sur l'arrivée de la faim. Il faut que tous les convives se débrouillent pour avoir faim à la même heure. Eh bien, figurez-vous que c'est tout à fait possible. Nous sommes capables de nous débrouiller pour faire venir notre faim à la bonne heure avec un peu d'habileté. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, c'est au repas précédent, au pluriel, que ça se joue. Au repas précédent, on mange en se disant est-ce que j'ai assez mangé pour avoir faim à telle heure? Et si je mange plus que ça, je n'aurai pas faim à telle heure, j'aurai faim plus tard. C'est un peu ce qui vous arrive. Donc, votre mari voudrait manger à 12h30. Vous, 12h30, si j'ai bien compris, c'est une heure qui pourrait vous convenir. Vous êtes disponible à ce moment-là. Et malheureusement, vous n'avez pas faim. Ce qui signifie probablement que vous avez trop mangé au petit déjeuner pour avoir faim à 12h30 et en fait, votre faim n'arrive qu'à 14h.
Donc, il faut moduler ce que vous mangez au petit déjeuner. Et au petit déjeuner, il faut que vous vous posiez cette question-là, hein, pour pouvoir anticiper le déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut que je mange au petit déjeuner comme quantité pour que ma faim vienne plus tôt, pas à 14 heures, mais à 12h30. Avec un petit peu d'entraînement, on y arrive très bien. Donc c'est un passage nécessaire pour pouvoir installer un système de convivialité, puisqu'il faut se mettre d'accord sur des horaires. Et c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Il faut se rappeler que selon les pays, d'abord on ne fait pas le même nombre de repas. Traditionnellement, il y a des pays où on mange 10 fois par jour, donc je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des vrais repas tels que nous l'entendons. Nous les verrions plutôt comme des collations. Et puis, il y a d'autres époques, par exemple, où il était tradition plutôt de manger seulement 2 fois par jour, le matin et le soir. Et à ce moment-là, évidemment, c'était des repas plus importants. Et le matin, le repas du matin, quand on savait que le prochain repas, par exemple, on prenait un repas à 8 heures et on savait que le prochain repas, ça serait à 18 heures, eh bien, c'est la question qu'on se posait. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je mange maintenant pour être confortable jusqu'à 18 heures? Eh bien, avec un petit peu d'habitude, on y arrive très bien. Et voilà, de nouveau, panne de questions. Ah, quand il y a trop de questions, il faut que je me dépêche de répondre. Mais quand il n'y a pas assez de questions, on s'embête. Alors, Florence, comment faire pour manger avec un mari gros mangeur, pour manger peu si je n'ai pas faim? Ah bon? Quel est le problème? Votre mari mange beaucoup, vous ne mangez pas beaucoup. Ça pose des problèmes, ça? Que vous ne mangez pas les mêmes quantités alimentaires? Ce qui pourrait poser des problèmes, c'est que vous ne mangez pas les mêmes choses. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait faire 2 préparations, une pour l'un, une pour l'autre. Mais à partir du moment où vous mangez la même chose, où est le problème? Hein? Ça embête votre mari que vous ne mangez pas assez? Vous, ça vous embête que votre mari mange beaucoup? Chacun mange à sa faim, selon son appétit. Donc, autant il faut se mettre d'accord dans une vie de famille pour manger les mêmes choses, c'est quand même beaucoup plus pratique. Autant il n'y a absolument aucune nécessité pour manger les mêmes quantités. Donc, vous mangez peu parce que vous n'avez pas faim, votre mari mange beaucoup parce qu'il a très faim.
Et voilà. Hein. Alors, une question peut-être un petit peu du même genre que repose Hélène. Comment éviter de manger par convivialité alors que l'on n'a pas faim? Oui, alors ça, c'est une question peut-être embarrassante. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a des moments où on est obligé de manger alors qu'on n'a pas faim. Il n'y a pas tant que ça des moments où ça arrive, ce genre de situation. Mais par exemple, quand vous êtes invité, eh bien, si malheureusement vous n'avez pas faim, ou très très peu faim, eh bien, la politesse exige, en France en tout cas, que vous fassiez quand même, j'allais dire honneur au repas, mais vous n'êtes pas obligé de manger beaucoup, mais vous êtes obligé de manger quand même un petit peu, quoi, pour montrer que vous appréciez le repas. Ce que vous pouvez faire, c'est manger pas beaucoup si vous avez très peu faim et faire beaucoup de compliments à vos hôtes sur la nourriture. Moins vous mangez, et plus il faut faire des compliments sur la nourriture. Donc là, voilà, on peut compenser les quantités en remplaçant ces quantités, manger. Si vos hôtes vous surveillent pour voir si vous mangez bien, si vous appréciez, eh bien, vous pouvez dire, voilà, j'ai mangé à ma faim, mais j'ai pas plus faim que ça, mais c'était absolument délicieux, et il faut que vous trouviez des choses précises à dire. C'est absolument délicieux, ça suffit pas. Il faut que vous expliquiez pourquoi c'était absolument délicieux, donc donner des détails sur ce que vous avez particulièrement apprécié dans un plat. Donc voilà, ça c'est un cas où on va manger alors qu'on n'a pas faim, du fait de la convivialité. Dans les situations familiales, il n'y a pas vraiment d'obligation en principe. C'est-à-dire que si on n'a pas faim, on n'est pas obligé de manger. On peut, par politesse là encore, manger un petit quelque chose pour tenir compagnie aux autres. Quelques bouchées, parce qu'on n'a pas faim, mais que quand même, on veut accompagner les autres. Voilà. Mais il n'y a aucune raison de manger trop sous prétexte que voilà, c'est beaucoup plus que son appétit, sous prétexte que les autres nous regardent et que ils ont l'air de surveiller les quantités qu'on mange. Donc, et en particulier, il y a ce problème, par exemple, des apéritifs, où on vous pousse à manger et à boire, alors que vous savez que par derrière, il va y avoir un repas sympathique, et que si vous mangez trop à l'apéritif, si vous buvez trop, eh bien vous allez vous couper l'appétit pour le repas proprement dit, et que ça serait quand même dommage. Donc, souvent les gens aujourd'hui, d'ailleurs, se surveillent beaucoup plus à l'apéritif, et souvent on met, par exemple, des fruits à croquer, des légumes à croquer, par exemple, des choses très légères, pour qu'on puisse quand même avoir un apéritif, manger un petit peu, sans pour autant se couper l'appétit pour le repas. Donc on peut un petit peu jouer comme ça. Un autre cas qui peut se produire, c'est qu'on voudrait manger tous les plats. Alors là, il y a un petit calcul à faire. Hein. On sait qu'il y a une entrée, en général, il y a une entrée, il y a un plat principal, il y a peut-être du fromage et sûrement un dessert. Et donc, on se dit, ça serait quand même dommage d'arriver au dessert et de refuser le dessert. Et en plus, si c'est un dessert maison, eh bien justement, du fait de la convivialité, on sera obligé de le manger. Donc, à ce moment-là, eh bien, on va manger moins du plat principal, on va le laisser dans l'assiette, en compensant le fait qu'on laisse dans l'assiette par des compliments, pour pouvoir faire un peu honneur au dessert aussi. Donc, voilà, des situations comme ça où on se retrouve à manger en faisant des petits calculs pour faire honneur à tous les plats. Si on s'est retrouvé dans cette situation où finalement
malgré tous ces efforts pour limiter les quantités, on a quand même mangé beaucoup plus que sa faim, eh bien, c'est pas grave. C'est pas un souci d'avoir mangé plus que son appétit. Hein. Donc, vous n'avez pas écouté votre rassasiement, vous avez mangé manifestement trop. Où est le problème? Hein. Ensuite, une fois que vous avez trop mangé, eh bien là, vous vous remettrez à écouter votre faim, et comme cette faim va tarder à revenir, et si vous avez vraiment mangé beaucoup, elle va même tellement tarder à revenir que au repas d'après, vous n'aurez pas faim. Par exemple, si c'était un déjeuner, peut-être que vous n'aurez même pas faim au dîner, et que donc au dîner, vous allez manger soit très peu, soit pas du tout. Ou bien si c'était un dîner où vous avez trop mangé, eh bien c'est au petit déjeuner que vous n'allez pas du tout avoir d'appétit. Et là, eh bien vous ne mangerez quasiment pas au petit déjeuner, prendrez juste une boisson par exemple. Voilà, et ça ne pose pas de problème. Il faut bien comprendre, je vais revenir un petit peu là-dessus, que quand on dit qu'il faut manger, quand on mange sur un mode intuitif, il faut manger selon ses sensations alimentaires, ça veut dire manger selon ses sensations alimentaires, en général, d'une façon globale, mais pas absolument systématiquement à toutes les prises alimentaires. Donc là, je viens de parler assez longuement des prises alimentaires où on va manger plus que sa faim pour des raisons conviviales. Il y a des fois où on va manger aussi moins que sa faim, voire rien du tout, parce que il n'y a rien du tout à manger. Vous avez faim et puis il n'y a rien. Donc vous ne mangez pas. Ça peut arriver. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un petit peu plus tard, vous avez encore plus faim. Et puis s'il n'y a toujours rien à manger, ou si manifestement c'est tellement mauvais que vous avez vraiment envie de ne pas manger, eh bien vous ne mangez pas, et vous avez encore un peu plus faim un peu plus tard. S'il n'y a toujours rien à manger, la faim va disparaître. Vous allez entrer dans un état de jeûne. Et quand on jeûne, on n'a pas faim. On n'a pas faim jusqu'au moment où on rencontre des nourritures appétissantes, des odeurs, par exemple, des nourritures vraiment qui ont l'air très sympathiques, et qui réveillent l'appétit. Et à ce moment-là, on a faim. Quelquefois, pour réveiller l'appétit, il faut manger une bouchée ou deux. Après un jeûne long, même les odeurs ne peuvent ne pas suffire. Et là, on mange une ou deux bouchées et la faim revient. Bon. Et là, eh bien, on se règle sur ces sensations alimentaires à ce moment-là. Quand on a trop mangé, on se règle de nouveau sur ces sensations alimentaires en attendant le retour de la faim. Ou bien quand on n'a pas mangé, eh bien là, quand la faim est réveillée, eh bien on l'écoute et on mange sûrement plus que ce qu'on aurait mangé si on n'avait pas attendu tout ce temps-là. Et de nouveau, donc on se rebranche sur ces sensations alimentaires. Donc, si on n'a pas écouté ces sensations alimentaires pour une raison ou pour une autre, eh bien, ensuite, on se rebranche sur ces sensations alimentaires et les choses se rectifient d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est très important de bien se souvenir de ça, de cette souplesse du comportement alimentaire. Le comportement alimentaire est très souple. Hein. C'est nécessaire cette souplesse pour pouvoir nous adapter à notre environnement. Des fois, il y a beaucoup à manger, c'est très bon. Voilà, c'est un exemple que je n'ai pas donné encore, mais il y a des fois, c'est tellement bon qu'on a envie de manger plus que son appétit. Est-ce que c'est grave, docteur? Ben non, c'est pas grave. Vous avez mangé plus que votre appétit, ok, très bien. Et après, vous aurez moins faim pendant plus longtemps. Et donc, il y aura une sorte de rattrapage où vous allez manger moins, pas parce que vous vous privez, mais tout simplement parce que vous avez moins envie de manger. Ou bien l'inverse, vous n'avez pas mangé, c'était pas bon, et donc vous avez à peine chipoté dans votre assiette tellement c'était mauvais, et au repas d'après, vous aurez beaucoup plus faim. On peut espérer qu'au repas d'après, ça sera plus sympathique et que vous mangerez de meilleur appétit, et là, vous vous rattraperez. Donc, il faut être très très souple. Le problème qui se pose, c'est quand on n'écoute jamais ces sensations alimentaires sur toute une série de repas. Et à ce moment-là, on va manger pas assez, ou bien on va manger trop en moyenne, parce que les quantités alimentaires se calculent non pas sur la journée,
non, sûrement pas sur le repas, pas non plus sur la journée, mais plutôt sur plusieurs journées, la semaine étant une bonne échelle. Donc, si on a trop mangé sur une... Ah, j'ai un problème de connexion. Ben, ça s'est rebranché, j'espère. Ouais, j'avais fini de répondre. Et j'ai toujours pas plus de questions, hein. Pas de questions d'avance, hein. C'est terrible ça. Normalement, ma connexion elle doit être bonne, hein. Attendez, je me reprends. Me revoilà. Et j'espère que la connexion sera meilleure. Bon, et les questions alors? C'est mou aujourd'hui, hein? Ah, il y a quelques malheureuses questions, j'essaie de les faire durer, mais bon, on ne peut pas faire des miracles. Ah, Francis, merci. Faut-il éviter de faire ses repas devant la télévision? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, là, comme le programme, c'est euh, la vie de famille, j'espère que vous ne regardez pas la télévision en famille pendant le repas. Ça, c'est vraiment absolument désastreux. On ne peut plus se parler, on ne s'écoute plus, tout le monde regarde le même écran. C'est affreux, c'est vraiment affreux, ça. Donc, je suppose, j'espère que vous ne regardez la télévision que quand vous êtes tout seul, pas quand vous êtes en famille avec vos enfants, votre époux, votre épouse, votre père, votre grand-père, etc. Hein. Donc, j'espère que voilà. D'une façon générale, je pense que c'est pas une bonne idée de regarder la télévision quand on mange, parce que la télévision a des effets hypnotiques. Quand vous regardez un écran, votre attention est capturée par l'écran et c'est assez extraordinaire parce que même quand c'est pas intéressant, eh bien, votre attention est quand même néanmoins capturée. Et si votre attention est capturée par l'écran, eh bien, votre attention n'est plus sur ce qui se passe dans la bouche. Donc, vous n'appréciez plus ce que vous mangez. Vous ne vous en rendez même plus compte. Par exemple, on voit bien ça au cinéma. Quand les gens mangent du pop-corn au cinéma, si le film n'est pas trop ennuyeux, ils s'aperçoivent même pas de ce qu'ils mangent. Quelle tristesse. Et donc, si votre attention est capturée, donc vous ne profitez pas de votre repas et vous ne repérez pas non plus le rassasiement. Et à ce moment-là, donc, vous avez de bonnes chances de manger trop et de ne pas profiter du repas. C'est vraiment dommage. Par contre, euh, la convivialité ne pose pas véritablement de problème. Parce que, d'abord, c'est chacun son tour. Il y a un moment où vous pouvez manger en écoutant, vous ne pouvez pas parler mais vous pouvez manger en écoutant, de préférence en alternant ce sur quoi porte votre attention. Donc, la plupart des gens sont capables de faire deux choses à la fois. Enfin, en réalité, on ne fait pas vraiment deux choses à la fois, on les fait alternativement. C'est-à-dire, deux choses à la fois, en l'occurrence, c'est avoir une conversation et manger. Alors, en règle générale, il y a
un comportement qui est un comportement principal et un deuxième comportement qui est un comportement secondaire. Là, le comportement principal, on peut espérer que c'est manger. Et donc manger, c'est ça qui est le plus important pour vous. Et la conversation aussi, c'est important, mais vous alternez, vous faites passer votre attention de l'un à l'autre. Par exemple, je prends un autre exemple, où on va avoir deux comportements en même temps, c'est conduire et écouter la radio, ou tenir une conversation si vous êtes avec quelqu'un. Eh bien, vous êtes capable généralement de conduire et en même temps de tenir une conversation ou d'écouter la radio. Mais quand la route passe quelque chose sur la route d'important, à ce moment-là, toute votre attention est refocalisée sur la route et vous laissez tomber la conversation ou vous n'écoutez plus la radio. Donc, voilà. Et là, donc, vous pouvez donc écouter la radio, écouter un petit peu de musique, agrémenter donc votre repas par des choses agréables, mais qui ne vont pas capturer votre attention de façon importante, qui ne vont pas provoquer cet état d'hypnose que provoquent les écrans. Donc la télévision, non. La radio, à condition qu'elle ne capture pas complètement votre attention, oui. Et la conversation, ça pose moins de problèmes parce que, en règle générale, on vous demande aussi de répondre. Et donc, vous n'êtes pas hypnotisé par l'autre. Enfin, à moins que cette personne soit capable de provoquer chez vous cet état d'hypnose et de mobiliser la totalité de votre attention. Bon, voilà, j'ai répondu à Francis. Ah, ben voilà, Fabienne. Ah, c'est bien. Manger souvent en famille entraîne à manger plus, il me semble. Il est plus difficile de s'arrêter au seuil de la satiété. Comment faire pour allier ce plaisir de manger ensemble tout en ne mangeant pas trop? Alors ça, vous dites qu'on mange plus quand on est en famille. Eh bien, pas forcément. Je ne vois pas pourquoi ça serait quelque chose d'obligé. Si vous mangez plus en famille, il faut que vous vous demandiez pourquoi vous mangez plus. Alors, ça peut être parce que vous négligez complètement vos sensations alimentaires. Si vous les négligez complètement, c'est un peu dommage. Donc, il faut que vous puissiez appliquer ce que j'étais en train de vous dire avant, c'est-à-dire faire alterner vos centres d'attention. Un coup, vous faites attention à ce qui se passe au sein de la famille, à la conversation, et puis, un coup, vous faites attention à ce qui se passe dans votre bouche et vous profitez de la nourriture. Hein, c'est important de profiter de la nourriture. Je prends un autre exemple, par exemple, c'est le restaurant, quand c'est un restaurant gastronomique. Hein, on ne va pas dans un restaurant gastronomique tout seul, on va dans un restaurant gastronomique à plusieurs. Et donc c'est toujours une situation conviviale. Et on veut deux choses. On veut profiter de ce que l'on mange, parce que c'est un repas gastronomique, c'est censé être très bon. Donc, il y a un effort culinaire important, et en plus, ça coûte cher, donc ce serait quand même dommage de passer à côté. Et puis, on y va avec des amis, c'est un partage, et donc on veut profiter de ce moment avec ses amis. Et donc, on veut deux choses à la fois. Et on va essayer d'avoir les deux choses. Quand vous êtes en famille, c'est un peu la même situation. On veut deux choses à la fois, on veut profiter de sa famille, et on veut profiter du repas. Et donc, on fait basculer son attention alternativement de l'un à l'autre. Alors, quand vous n'y arrivez pas et que vous mangez trop, est-ce que ce sont pour des raisons sociales, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, la politesse qui veut qu'on mange comme les autres, les mêmes quantités que les autres, et donc on n'écoute pas son rassasiement? Ben, ce serait dommage, parce qu'il n'y a aucune raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune raison de manger plus que ce qu'on a envie de manger, qu'on soit en famille ou tout seul. Mais il peut y avoir encore d'autres raisons qui font qu'on va manger trop en famille. Par exemple, il y a plus d'émotions. Et pour un certain nombre de personnes, des mangeurs émotionnels, eh bien, il y a des émotions qui peuvent vous faire manger. Peut-être, par exemple, que
le fait d'être en convivialité, vous êtes peut-être avec des personnes qui suscitent des émotions difficiles, parce qu'il y a des problèmes qui se posent avec l'un ou l'autre des membres de votre famille. Ça peut être les enfants, qui peuvent être pénibles, à qui on a des reproches à faire. Ça peut être le conjoint, avec la même situation, où finalement on est dans une situation qui pose problème, qui réveille des émotions pénibles. Ou bien ça peut être aussi ce qu'on peut appeler la proximité affective, c'est-à-dire, par exemple, ces repas de famille où on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas forcément habituellement, où finalement on sent une pression sur soi, et à ce moment-là, c'est cette pression qui fait manger. Il faut bien se tenir, il faut avoir une conversation intéressante, on veut être à la hauteur. Donc on sent cette pression-là, des repas de famille, et c'est ça qui va créer de la pression émotionnelle, et on va plonger le nez dans son assiette et peut-être manger trop à cause de cette pression. Donc là, on a un problème émotionnel. Donc si on a un problème émotionnel, c'est important de repérer si je mange trop en famille, est-ce que c'est parce que pour des raisons sociales, je n'écoute plus mes sensations alimentaires, souvent parce que je me raconte, je me donne des obligations qui n'existent pas, hein, comme manger autant que les autres, par exemple, ou bien ça peut être parce que j'ai une pression émotionnelle. Alors, Florence, voir manger l'autre me donne plus envie, et c'est difficile de dire non. Ah, donc vous avez du mal à dire non. Alors, voir manger les autres, c'est vrai que ça donne envie de manger. Ben, on en revient au problème que je vous disais tout à l'heure. Ça donne peut-être envie de manger un peu plus, hein, de voir les autres manger. Mais si on a vraiment plus faim, bon, ça donne pas une envie de manger si extraordinaire que ça. Hein. On est rassasié, on a déjà eu son plaisir. Si on mangeait un peu plus, il n'y aurait pas vraiment de plaisir. Ce serait vraiment un plaisir assez médiocre. Hein. Donc, pourquoi se forcer? Alors, donc là, vous voyez, est-ce que ça vous donne plus envie pour des raisons de pression sociale, ou est-ce que ça vous donne plus envie parce que ça a l'air bon? Hein. Donc, essayez de faire la différence. Mais là, ce que vous dites, c'est surtout une raison de pression sociale. Hein. C'est difficile de dire non. Alors oui, c'est important d'être capable de dire non. Hein. Alors, je ne sais pas à qui vous devez dire non. Est-ce que c'est, par exemple, la personne qui a préparé le repas? C'est pas la même chose. Si une personne se donne du mal pour préparer un repas, pour vous faire plaisir, et que vous êtes amené à lui dire, voilà, laissez une partie de votre assiette, par exemple, eh bien, effectivement, ça peut être difficile, ça peut vous sembler difficile de dire, je ne mangerai pas plus que ça. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut faire des compliments à ce moment-là. Hein. Il faut pouvoir dire, si la personne remarque que vous n'avez pas mangé beaucoup, il faut que vous puissiez dire « c'était délicieux, vraiment, merci, j'ai trouvé que le gigot était vraiment super, je l'aime bien avec une petite pointe d'ail comme ça, avec la sauce, c'était vraiment délicieux ». Voilà, il faut faire des compliments pointus pour bien montrer que vous avez repéré un certain nombre d'éléments gustatifs et que vous avez bien noté le travail culinaire qui a été fait. Ou bien, alors bon, si c'est pas ça, si c'est simplement vous voulez contrarier personne, vous êtes tellement gentil, vous faites toujours passer les désirs des autres avant les vôtres. Hein, donc vous avez cette forme de dépendance, hein, c'est ce qu'on appelle une personnalité dépendante en fait, c'est-à-dire une incapacité à s'imposer, à montrer qu'on a des désirs propres, et
Et ça s'inscrit souvent dans une peur d'être abandonné, d'une peur d'être rejeté. Hein. Si je dis non, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il m'aimera encore? Est-ce qu'il va pas me laisser tomber? Des choses comme ça. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez un problème de dépendance. Et effectivement, vous pouvez avoir du mal à vous imposer. Et là, c'est un travail d'affirmation de soi qu'il va falloir faire. On fait un peu travailler l'affirmation de soi dans le programme. Mais si vous avez des vraies difficultés, il va falloir travailler plus spécifiquement vos problèmes d'affirmation de soi. Alors, SC. SC nous écrit. Ce sont ses initiales, SC. Quelqu'un d'anonyme. Je sais pas, peut-être quelqu'un de célèbre, je ne sais pas. Quelqu'un de connu, SC, j'essaie de deviner un peu, qui pourrait être connu et qui aurait ces initiales-là. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. J'arrive assez bien à gérer mes repas tout au long de la journée. Le problème, c'est le soir, en rentrant du travail. Je relâche, et je prends souvent plus qu'il ne faut. Ah, eh bien, c'est bienvenue au club, parce que si vous croyez que vous êtes le seul, eh bien non, vous n'êtes pas tout seul. Il y a énormément de gens qui font le programme Mind Coaching, et si vous allez sur les forums, vous allez vous en apercevoir, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème avec les soirées. Et il y a tellement de gens qui ont des problèmes avec les soirées que nous en avons fait une étape particulière qu'on a appelée fin de journée. Alors, fin de journée, cette étape est en fin de programme aussi, il faut bien dire. Pourquoi elle est en fin de programme? C'est parce que pour vraiment pouvoir bien gérer ces fins de journée, il faut avoir déjà bien progressé dans pas mal de domaines pour pouvoir vraiment arriver à se débrouiller bien le soir. Parce que c'est le soir que tous les problèmes nous rattrapent. Dans la journée, avec finalement des efforts, on peut arriver à se débrouiller à peu près et à avoir un certain contrôle. Alors on fonctionne au contrôle à ce moment-là. Hein, et le contrôle, ce qui est caractéristique, c'est que c'est quelque chose de périssable. Nous sommes capables de contrôler notre alimentation, mais pas pendant si longtemps que ça. Il y a toujours un moment où voilà. Alors, j'essaye de revenir à vous, parce qu'il y a un autre genre à fait de leur faire, semble-t-il, qui essaye de prendre ma place. Et donc, le logiciel m'avertit qu'il y a une sorte d'Apfeldorfer fantôme qui essaye de prendre ma place et de parler à ma place, ce qui est vraiment très embarrassant. Alors, peut-être que je suis en fait le faux Apfeldorfer, je ne saurais pas. Bon. Alors, en tout cas, c'est celui-là auquel vous avez affaire, je vais essayer de me débrouiller. Alors, on en était à SC, qui arrive bien à gérer toute la journée, probablement à coup de contrôle, mais le soir, eh bien, il n'y arrive pas parce que le contrôle ne marche plus. Donc, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, vous voyez, je relâche. Donc, si on relâche, eh bien, on relâche le contrôle. Qu'est-ce qu'on peut relâcher d'autre? Et donc, vous fonctionnez au contrôle et vous relâchez le contrôle parce qu'en fait, on ne peut pas le maintenir indéfiniment. Et c'est souvent le soir qu'on relâche le contrôle. Le matin, je mange sérieusement. À midi, je surveille. Dans l'après-midi, je ne mange pas, alors que j'ai envie. Et le soir, j'y arrive plus. Pareil pour les émotions. Dans la journée, vous êtes obligé de faire beaucoup d'efforts émotionnels parce que nous travaillons et que le travail moderne, le travail d'aujourd'hui, nécessite que vous vous teniez bien, que vous ayez toujours l'air souriant, aimable, que vous ayez l'air heureux de travailler, que vous répondiez gentiment à tout le monde, même au casse-pied, comme votre patron, ou
vos collègues ou vos subordonnés, qui voilà, sont des emmerdeurs, c'est clair. Et donc, vous ne leur dites pas, vous leur faites des grands sourires, mais vous le prenez sur vous. Hein. Et le soir, eh bien, vous avez accumulé toute une fatigue émotionnelle qui vous rattrape et qui vous tombe dessus. Et souvent, c'est pire parce que vous avez cherché à contrôler votre alimentation en n'écoutant pas vraiment vos sensations alimentaires, et puis vous avez cherché à contrôler vos émotions en souriant sans arrêt, en étant magnifiquement aimable alors que vous étiez en colère, ou triste ou anxieux. Et donc, le soir, tout ça vous rattrape en même temps. Et donc, vous avez sacrément envie de manger et vous faites des compulsions alimentaires. Ben oui, eh ben, c'est comme ça. Hein. C'est très habituel. Et donc, pour arriver à vous en sortir, eh bien, c'est ce que nous vous proposons dans le programme. Il va falloir, alors, dans cette étape de fin de journée, on vous apprend, premièrement, alors vous avez déjà appris avec toutes les autres étapes, à écouter vos sensations alimentaires, et si vous avez besoin d'une collation, à prendre une collation. Donc, pour arriver à patienter jusqu'au repas d'après, confortablement, sans vous priver et sans souffrir, et aussi être capable de prendre une collation de la bonne taille pour ne pas vous couper l'appétit au repas d'après. Et tout ça, vous l'avez appris dans les étapes précédentes. Et on vous le réactualise dans l'étape fin de journée. Et puis, pour les émotions, eh bien, vous avez aussi appris à mieux écouter vos émotions, à mieux les vivre, à mieux être capable de ne pas être émotionné, d'être émotionné, et donc, finalement, à vous calmer, à vivre sereinement les émotions. Et là, ce qu'on vous demande dans cette étape fin de journée, c'est par exemple de bien veiller à faire des pauses émotionnelles pendant toute la journée. Hein, je vous le dis comme ça, bon, si vous n'êtes pas à cette étape-là, vous pouvez déjà en profiter. Faire des pauses émotionnelles, ça veut dire toutes les 2 heures environ, faire une pause. Faire une pause, c'est je m'arrête de travailler et je me centre sur moi, j'écoute par exemple mon état physique, je regarde comment je me sens, si je suis fatigué par exemple, si je suis fatigué physiquement, est-ce que je me sens bien dans mon corps ou pas, si je suis fatigué émotionnellement, quelles sont les émotions, si je les écoute un petit peu, hein, et je fais par exemple un petit exercice de pleine conscience pour me sentir au mieux. Si je me suis aperçu que j'avais faim, eh bien, je peux faire à ce moment-là une petite collation. Donc voilà, une pause toutes les 2 heures. Ça en fait pas tant que ça, parce que si on considère que le déjeuner est une pause, c'est la pause déjeuner. Si on considère qu'on fait une collation, un goûter par exemple, c'est aussi une pause, eh bien ça permet de rajouter 2 ou 3 pauses dans la journée par rapport à celles que l'on fait déjà automatiquement. Voilà. Donc, SC, vous contrôlez, c'est là le problème, et plus vous contrôlez, plus vous allez craquer le soir. Donc il y a tout un travail à faire pour vous sortir de là. Et le travail, c'est le programme Line Coaching. Florence Gage. Alors, avec la thérapie comportementale, mon mari qui a préparé, oui, par exemple, je comprends rien ce que vous avez écrit. Mon mari qui a préparé, oui, par exemple, j'ai du mal à dire non. Ah oui, d'accord. J'ai du mal à dire non à mon mari qui a préparé le repas. Ah bah oui, c'est normal, c'est ce que je vous disais. C'est difficile de dire non à quelqu'un qui gentiment vous a préparé « Ah ma chérie, je t'ai fait un bon petit plat pendant que tu travaillais, parce que moi, j'étais à la maison, et et puis j'aime bien cuisiner, voilà, alors tu vas me dire ce que tu en penses, regarde comme c'est bon. » Eh ben oui, vous pouvez pas refuser, hein, ça c'est clair. Eh bien voilà, donc vous ne refusez pas, mais si c'est tous les jours que votre mari vous présente un repas comme ça, vous peut commencer par dire que vous avez une sacrée chance, Florence, quand même, d'avoir un mari qui vous fait la cuisine tous les jours et très bien, hein, donc c'est merveilleux. Mais vous avez quand même un problème, parce que si ça vous amène tous les jours à manger trop, c'est un problème. Donc, il va falloir que vous lui expliquiez que c'est très bon, mais que trop c'est trop. Et que donc vous allez apprécier beaucoup,
et vous lui montrez que vous appréciez, bien le récompenser par des tas de compliments, mais que vous n'allez pas manger plus que votre appétit. Ah, si c'est tous les jours. Si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci à manger plus que votre appétit. Alors, hier, plus faim au restaurant au moment du dessert, ben oui, c'est que vous avez mal calculé votre coût. Hein. C'est vous calculez mal votre coût, vous mangez trop du plat principal, trop de l'entrée. Peut-être que vous avez aussi mal calculé votre coût, aussi même dans le choix des plats, parce que si vous prenez une entrée très lourde, un plat principal très lourd, finalement un dessert qui lui aussi est très lourd, eh bien ça vous oblige, c'est tout à fait faisable, hein, une tranche de foie gras en entrée, un machin en sauce en plat principal, et un gâteau au chocolat en dessert, eh bien vous pouvez très bien manger ça en mangeant très peu, c'est-à-dire en laissant beaucoup dans l'assiette. Pourquoi pas? Si c'est ça que vous avez envie de manger, il n'y a pas de raison. Hein. Personne ne vous oblige à finir vos assiettes. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous explique dans les exercices d'affirmation de soi, c'est comment dire non. Hein. Pour dire non dans un repas au restaurant, qui c'est qui peut vous reprocher d'en laisser dans l'assiette? En principe, le serveur, le maître d'hôtel, peut vous dire, et ça c'est la politesse, hein, il va vous demander, ah ben vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas apprécié, ça lui pose un problème, ça c'est normal, hein, et vous lui répondez que vous avez beaucoup apprécié, que c'était délicieux, mais que votre appétit n'est pas plus important que ça. Et ce que vous lui dites encore, Florence, en plus, c'est que vous n'aviez plus faim au moment du dessert et que vous avez quand même mangé plusieurs petits desserts. Par peur de manquer. Par peur de manquer. Et oui, donc, si vous avez peur de manquer, c'est que vous êtes toujours en restriction cognitive. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la privation. Parce que quand vous avez suffisamment avancé dans le programme Light Coaching, eh bien, vous sortez de cet état de privation. Et quand on est sorti de l'état de privation, on est dans cet état où on se dit, à tout moment, je peux manger ce dont j'ai envie. Mais bien sûr, il faut que j'ai suffisamment d'appétit, sinon j'en profiterai pas. Et ça serait complètement idiot. Bien sûr que je peux manger un gâteau au chocolat, mais si j'ai pas d'appétit pour le gâteau au chocolat, eh bien, à quoi ça va me servir? Donc, quand j'ai de l'appétit pour un gâteau au chocolat, je peux manger du gâteau au chocolat. Quand j'ai pas d'appétit pour un gâteau au chocolat, eh bien, ça ne me sert à rien de manger un gâteau au chocolat. Et donc, je vais manger un gâteau au chocolat chaque fois que j'aurai de l'appétit pour manger un gâteau au chocolat. Quand j'ai de l'appétit pour manger un gâteau au chocolat, quand je n'ai pas d'appétit pour manger un gâteau au chocolat, je peux avoir de l'appétit pour manger autre chose. Du beefsteak, une salade, un autre truc. Hein. Mes appétits sont spécifiques. J'ai un appétit pour quelque chose en particulier. J'ai aussi une faim générale, hein, mais il faut distinguer la faim et l'appétit. L'appétit, il est spécifique d'un aliment donné. Donc j'ai de l'appétit pour un gâteau au chocolat et j'ai faim en général. Donc quand j'ai faim en général et que j'ai une grosse faim, je m'occupe plus de mon appétit. Je me dis, bon voilà, quoi que j'ai à manger, je vais le manger parce que j'ai vraiment trop faim. Mais quand c'est une faim modérée, je me dis, bon, non seulement il faut que j'ai faim pour manger, mais en plus, il faut que j'ai de l'appétit pour ce qu'on me propose à manger. Parce que je ne vais pas manger un truc que je n'ai pas envie. Voilà. Hein, donc, ça c'est l'état normal où on n'a plus aucune privation et où on n'a pas peur de manquer parce qu'on sait qu'on ne va pas manquer. On peut manquer quand même, par exemple, on peut se dire, ouais, mais demain, peut-être que j'aurai envie d'un gâteau au chocolat, mais qu'il n'y en aura pas. Ou en tout cas, il n'y aura pas celui-là. Hein, et j'en serai privé. Et ça serait bien dommage. Ouais, bah, il va falloir vous y faire, de ne pas avoir toujours ce que vous avez envie, ce que vous avez toujours envie. Hein, mais ce n'est pas grave, parce que vous en avez envie, et probablement que cet appétit pour cet aliment particulier dont vous avez envie, eh bien, si vous ne pouvez pas le satisfaire pour une raison ou pour une autre, eh bien, cet appétit va se maintenir.
Le lendemain, vous n'avez pas pu avoir le gâteau au chocolat dont vous rêviez la veille, et le lendemain, probablement, vous aurez encore envie du gâteau au chocolat. Et si vous ne pouvez toujours pas l'avoir, le surlendemain, vous aurez encore plus envie de ce gâteau au chocolat. Et là, vous allez vous dire, il faut quand même que je me débrouille pour l'avoir, mon gâteau au chocolat. Donc, vous l'aurez, parce que vous allez vous débrouiller pour l'avoir. Et il y a tas de façons pour vous débrouiller pour l'avoir. Par exemple, vous pouvez décider que votre repas sera le gâteau au chocolat. Vous avez vraiment maintenant envie, très envie de ce gâteau au chocolat, et d'un gâteau au chocolat peut-être même en particulier. Peut-être que c'est le gâteau au chocolat que vous n'avez pas eu l'autre jour au restaurant parce que vous n'aviez plus envie de manger, vous n'aviez plus faim, vous avez déjà trop mangé, et que donc le gâteau au chocolat qui était proposé ne vous aurait pas vraiment fait plaisir. Et vous avez sauté ce gâteau. Ou alors vous l'avez mangé mais de mauvais cœur, et finalement vous n'avez pas eu de plaisir. Et donc, c'est ce gâteau au chocolat dont vous rêvez. Et bien, vous allez dans une pâtisserie pour vous l'acheter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous sommes environnés de toutes les choses dont nous avons envie de manger. Nous ne sommes jamais privés parce qu'il y a de la bonne nourriture partout. Et même un truc très spécifique, on peut l'avoir. Et si on peut vraiment pas l'avoir, par exemple, je sais pas, il y a des trucs qui sont vraiment très difficiles à avoir, eh bien, on se console avec un autre truc qui est vraiment très bon aussi. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Florence? J'espère. Si j'ai pas vraiment tout répondu, vous avez encore le temps de préciser un peu plus votre question. Et voilà, encore la panne sèche. Aïe. Ah, Florence. Oui, merci. C'est toujours difficile de ne pas finir mon assiette. Et oui, il va falloir vous entraîner parce qu'on a des exercices spécifiques pour vous entraîner à ne pas finir votre assiette. Hein, c'est normal, il faut bien comprendre que c'est normal de ne pas finir son assiette. De temps en temps, pas forcément systématiquement, ça dépend de votre appétit. Hein, si vous avez un solide appétit, comme on dit. Hein. Vous voyez, appétit, il y a les appétits spécifiques, mais souvent on emploie appétit dans le sens de la faim. Hein. Donc, il y a des mots comme ça qui ne sont pas forcément employés de la bonne façon, mais c'est pas bien grave. Et donc, si vous avez un solide appétit, eh bien, à ce moment-là, eh bien, là, on n'a pas de problème pour finir vos assiettes. Mais si vous avez un appétit d'oiseau, et si c'est plutôt type moineau et pas vautour, à ce moment-là, eh bien, vous êtes obligé de laisser beaucoup dans vos assiettes. Eh bien, c'est normal de laisser dans ces assiettes, parce que les assiettes sont standards et que votre appétit n'est pas standard. Hein, voilà, vous mangez ce qu'il vous faut, et pas plus qu'il ne vous en faut, et vous ne vous occupez pas de la standardisation des assiettes. J'ai fini le programme fin juin. Ouais. Ah ben, d'accord. J'aurais dû manger une salade. Ah ouais, on est toujours sur ce repas là où vous avez trop mangé, vous avez pris je ne sais trop quoi, un cassoulet, alors que vous auriez peut-être dû prendre une salade. Hein. Bon, peu faim au début du repas, nous ne pouvions pas sortir plus tard. Ben ouais, ça arrive, ça, si vous voulez. On s'est mal débrouillé. Hein. On va au restaurant alors qu'on n'a pas faim, et ben voilà, on est dans une mauvaise situation. Hein, c'est pas une bonne situation. Quand on va dans un bon restaurant, si vous voulez mon avis, ça se prépare. Et un des modes de préparation, avant d'aller dans un restaurant gastronomique, si c'est un restaurant, si on va souvent au restaurant, pas tellement le problème. Mais si on va pas très souvent dans un restaurant gastronomique, là, on se dit, oulala, ça va être très bon. Hein. Et il faut que j'en profite. Bon. Et ça serait vraiment dommage que je ne profite pas des plats. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour en profiter des plats? Eh bien, il faut que je me débrouille pour arriver avec juste la bonne taille de faim au restaurant. Et la bonne taille de faim, c'est la faim modérée. Parce que si j'ai pas assez faim, c'est l'état dans lequel vous êtes, j'ai pas assez faim, je ne profite pas. Hein, je ne profite pas de mon repas. C'est pas très bon, voilà, j'apprécie pas. Ou alors, je me suis dit, bon, je vais dans un restaurant gastronomique, je vais bien en profiter, et donc je mange rien avant. Et là, j'arrive, l'estomac dans les talons. Eh ben, c'est pas bon non plus, parce que vous avez tellement faim
que vous allez vouloir apaiser cette faim qui est une souffrance. Et vous allez sauter sur le repas et manger assez gloutonnement sans profiter du goût du repas. Parce que finalement, ce qui est intéressant, dans un repas gastronomique ou dans un repas bien préparé par votre mari, par exemple, eh bien, c'est le côté gustatif. Hein. C'est ça qui est important. Hein. C'est ça qu'on apprécie vraiment. C'est pas juste se nourrir. Hein. D'habitude, voilà, les repas banals, on se nourrit. Hein. Mais là, c'est un repas un peu particulier où on veut vraiment profiter du goût. Donc, pour vraiment profiter du goût, il faut arriver avec une faim modérée. Une bonne petite faim, mais pas une trop grosse faim. Voilà. Donc, il faut bien se débrouiller avec sa faim et ça se gère. Hein. Donc, calcule son coût. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Par exemple, si je sors au restaurant le soir, qu'est-ce qu'il faut que je mange à midi pour avoir juste bien une bonne petite faim le soir, par exemple à 20h ou 21h, ou bien peut-être que c'est mieux de manger un repas normal à midi, mais de prendre une collation dans l'après-midi, et c'est là que je vais faire mon petit calcul. Qu'est-ce qu'il faut que je mange à cette collation-là en quantité pour avoir juste un bon petit appétit au dîner à 21h? Ça se calcule. Donc pour ce calcul, pour arriver à faire ce calcul, il faut bien se connaître. Il faut bien connaître ce que nous font les aliments, comment ils nous nourrissent, comment notre faim évolue, comment elle disparaît, comment elle revient, hein, à quel moment vient notre rassasiement. Tout ça, il faut bien se connaître, il faut bien savoir comment on fonctionne, et il faut connaître, parce que finalement, ça dépend beaucoup du type d'aliments qu'on mange. OK ? Alors, repas normal à midi, j'ai mangé une pizza le soir. J'ai laissé une petite partie à mon mari. D'accord? J'ai de l'appétit, mais mon organisme a besoin de moi. D'accord? Ben oui, c'est ça. Vous avez de l'appétit, c'est très très bien. Et vous avez un appétit qui est un appétit modéré. Donc, une pizza entière, par exemple, c'est trop pour vous. Il y a beaucoup de gens pour qui une pizza entière est trop. C'est assez courant. Il y a des gens aussi, j'en connais, pour qui une pizza entière n'est pas assez. Bon, et ben à ce moment-là, c'est pas grave, ils prennent un gros dessert, hein, ou bien ils prennent encore autre chose en supplément. Voilà. Et la plupart du temps, les pizzas, bah, c'est trop grand. Donc on en laisse. Si votre mari a un meilleur appétit que vous, pourquoi ne pas lui donner? Si vous avez un ado, c'est pareil, les ados aussi, généralement, ils ont un très très bon appétit, donc ils sont capables de vous liquider une pizza et demie. Hein. Donc la leur est la moitié de la vôtre. Pas de problème. Bon, mais il faut avoir un... les ados, ça ne dure pas finalement. Alors qu'un mari, ça fait plus d'usage, ça dure plus longtemps. Donc votre mari peut vous servir pour vous, pour vous débarrasser du trop du trop de pizza. Mais quand même, faites attention à ne pas faire grossir votre mari avec ce système-là. Voilà, voilà, on arrive doucement, gentiment à la fin de notre webinaire et je remercie très sincèrement Florence de m'avoir posé toutes ces questions. Je pense que j'aurais fait sans vous, Florence. Ben oui, voilà. Hein. Heureusement que vous étiez là. Parce que il y en a d'autres. Si je regarde un peu les participants, il y en a d'autres qui se sont laissés vivre, hein, qui se sont laissés pousser comme ça par les gens actifs. Voilà. Hélène aussi. Hein. Merci Hélène. Bon, eh bien, sur ces bonnes paroles, nous arrivons gentiment à 19 heures. Encore une petite minute. Vous pouvez regarder ma tronche pendant encore une petite minute. J'espère que vous avez eu quand même une bonne image et un bon son.
parce que nous avons eu plusieurs petites coupures. Comme on dit de nos jours, c'est toujours la faute à l'informatique. Voilà, le webinaire est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, et à la prochaine fois. Bye bye.